Asseyez-vous, bon sang, quand je vous parle. La voix de Jacques Dubois, huissier de justice au palais de justice de Paris, trancha l'air comme une lame, résonnant dans la salle d'audience où régnait le chaos habituel d'un lundi matin. André Martin, un homme de 70 ans, aux cheveux gris et au visage buriné par des décennies de labeur, se tenait debout, un ticket de contravention froissé entre ses mains calleuses. « Monsieur, je cherche juste mon avocat commis d'office », murmura-t-il, sa voix tremblante mais empreinte de dignité. Jacques, un homme trapu au regard dur, ne daigna même pas lever les yeux de ses dossiers. « J'ai dit, asseyez-vous. » André, désorienté, balaya la salle du regard, cherchant d'un visage familier dans la foule d'avocats, de prévenus et de greffiers qui s'agitaient sous les hauts plafonds ornés du palais. « Monsieur, ils m'ont dit que... » Crac. La main ouverte de Jacques s'abattit sur la joue d'André avec une violence qui fit sursauter plusieurs personnes dans l'assistance. Du sang perla immédiatement sur la lèvre fendue du vieil homme, goûtant lentement sur son menton. « Vous n'apprenez jamais à obéir, hein? Les gens comme vous devraient savoir rester à leur place. » Cracha Jacques, un sourire narquois étirant ses lèvres. Les autres huissiers détournèrent les yeux, feignant de ne rien voir, tandis que le juge, perché derrière son pupitre, ajustait ses lunettes comme si de rien n'était. Ce que Jacques ignorait, c'est qu'au troisième rang de la galerie, un homme en costume sombre observait la scène avec une intensité glaciale. Étienne Martin, agent de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, serrait les mâchoires, ses poings crispés sur ses genoux. André était son père, et Jacques venait de commettre une erreur qui allait bouleverser sa vie. Le palais de justice, ce monument imposant au cœur de l'île de la Cité, vibrait d'une énergie frénétique. Les avocats en robe noire se hâtaient dans les couloirs, les prévenus murmuraient nerveusement, et les familles attendaient, anxieuses, sur les bancs de bois usés. André, un ancien ouvrier immigré d'origine algérienne, avait passé sa vie à construire les routes de France, à élever ses enfants avec peu de moyens mais beaucoup d'amour. Aujourd'hui, il se tenait là, perdu dans ce labyrinthe judiciaire, pour une simple contravention de stationnement. « Vous êtes Martin ? » demanda Jacques depuis son pupitre, son ton sec et dédaigneux. « Oui, monsieur, » répondit André, redressant légèrement les épaules malgré son âge. « Asseyez-vous et attendez qu'on vous appelle. Ne faites pas d'histoire. » André hésita, cherchant du regard l'avocat qu'on lui avait promis. La salle était bondée, et les instructions qu'il avait reçues étaient vagues. « Monsieur, je dois juste savoir où. » J'ai dit, asseyez-vous. Jacques se leva d'un bond, son visage rouge de colère. André fit un pas en avant, timidement. « Je veux juste trouver... » Smack. La gifle claqua, brutale, faisant vaciller André. Des murmures s'élevèrent dans la salle, mais personne n'osa intervenir. André, sonné, porta une main tremblante à sa lèvre, d'où s'écoulait un filet de sang. « Quand je vous dis de vous asseoir, vous obéissez. » Rugit Jacques, ses yeux lançant des éclairs. André, sans un mot, pressa un mouchoir blanc contre sa bouche, tachant le tissu de rouge. Ses yeux, cependant, restaient fixes, empreints d'une dignité silencieuse qui contrastait avec l'arrogance de Jacques. Étienne, assis dans l'ombre de la galerie, sentit une rage froide monter en lui. Agent chevronné de la DG. « Asseyez-vous, bon sang, quand je vous parle. » La voix de Jacques Dubois, huissier de justice au palais de justice de Paris, trancha l'air comme une lame, résonnant dans la salle d'audience où régnait le chaos habituel d'un lundi matin. André Martin, un homme de 70 ans, aux cheveux gris et au visage buriné par des décennies de labeur, se tenait debout, un ticket de contravention froissé entre ses mains calleuses. « Monsieur, je cherche juste mon avocat commis d'office, » murmura-t-il, sa voix tremblante mais empreinte de dignité. Jacques, un homme trapu au regard dur, ne daigna même pas lever les yeux de ses dossiers. « J'ai dit. Asseyez-vous. » André, désorienté, balaya la salle du regard, cherchant d'un visage familier dans la foule d'avocats, de prévenus et de greffiers qui s'agitaient, sous les hauts plafonds ornés du palais. « Monsieur, ils m'ont dit que... » Crac. La main ouverte de Jacques s'abattit sur la joue d'André avec une violence qui fit sursauter plusieurs personnes dans l'assistance.
Du sang perla immédiatement sur la lèvre fendue du vieil homme, goûtant lentement sur son menton. Vous n'apprenez jamais à obéir, hein? Les gens comme vous devraient savoir rester à leur place. Cracha Jacques, un sourire narquois étirant ses lèvres. Les autres huissiers détournèrent les yeux, feignant de ne rien voir, tandis que le juge, perché derrière son pupitre, ajustait ses lunettes comme si de rien n'était. Ce que Jacques ignorait, c'est qu'au troisième rang de la galerie, un homme en costume sombre observait la scène avec une intensité glaciale. Étienne Martin, agent de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, serrait les mâchoires, ses poings crispés sur ses genoux. André était son père, et Jacques venait de commettre une erreur qui allait bouleverser sa vie. Le palais de justice, ce monument imposant au cœur de l'île de la Cité, vibrait d'une énergie frénétique. Les avocats en robe noire se hâtaient dans les couloirs, les prévenus murmuraient nerveusement, et les familles attendaient, anxieuses, sur les bancs de bois usés. André, un ancien ouvrier immigré d'origine algérienne, avait passé sa vie à construire les routes de France, à élever ses enfants avec peu de moyens mais beaucoup d'amour. Aujourd'hui, il se tenait là, perdu dans ce labyrinthe judiciaire, pour une simple contravention de stationnement. « Vous êtes Martin » demanda Jacques depuis son pupitre, son ton sec et dédaigneux. « Oui, monsieur » répondit André, redressant légèrement les épaules malgré son âge. « Asseyez-vous et attendez qu'on vous appelle. Ne faites pas d'histoire. » André hésita, cherchant du regard l'avocat qu'on lui avait promis. La salle était bondée, et les instructions qu'il avait reçues étaient vagues. « Monsieur, je dois juste savoir où. » J'ai dit, asseyez-vous. Jacques se leva d'un bond, son visage rouge de colère. André fit un pas en avant, timidement. Je veux juste trouver... Smack. La gifle claqua, brutale, faisant vaciller André. Des murmures s'élevèrent dans la salle, mais personne n'osa intervenir. André, sonné, porta une main tremblante à sa lèvre, d'où s'écoulait un filet de sang. Quand je vous dis de vous asseoir, vous obéissez. Rugit Jacques, ses yeux lançant des éclairs. André, sans un mot, pressa un mouchoir blanc contre sa bouche, tachant le tissu de rouge. Ses yeux, cependant, restaient fixes, empreintes d'une dignité silencieuse qui contrastait avec l'arrogance de Jacques. Étienne, assis dans l'ombre de la galerie, sentit une rage froide monter en lui. Agent chevronné de la DGSE, spécialisé dans les enquêtes sur les abus de pouvoir, il était là pour une audience fédérale distincte. Il sortit discrètement son téléphone et commença à noter. L'heure exacte, la position des témoins, le sourire cruel de Jacques, les regards fuyants des autres huissiers. Chaque détail comptait. Jacques venait de s'en prendre à la mauvaise personne, et Étienne, formé à traquer les injustices, n'allait pas laisser passer cet outrage. Il suivit son père jusqu'au parking, gardant ses distances pour ne pas attirer l'attention. « Papa » lança-t-il doucement une fois qu'ils furent seuls. André se retourna, surpris, son mouchoir encore pressé contre sa lèvre. « Étienne ? Qu'est-ce que tu fais ici ? J'avais une audience dans le même bâtiment. J'ai vu ce qui s'est passé. » André baissa les yeux vers ses vieilles chaussures usées. « Ce n'est rien, fiston. Juste une contravention. Je veux payer et rentrer chez moi. » Étienne s'approcha, posant une main sur l'épaule de son père. « Ce n'était pas rien, papa. Cet huissier t'a frappé. Ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas ?» André resta silencieux un long moment, son regard trahissant d'une douleur ancienne. « Le mois dernier, lors d'un contrôle, il m'a arrêté. Il m'a traité de vieux bougnoul, m'a dit de rester à ma place. » Étienne serra les dents. « Et tu ne l'as pas signalé ? À qui, fiston ? À ses collègues ? » André secoua la tête, résigné. Étienne sortit son téléphone et prit des photos des blessures de son père. « Papa, je dois te dire quelque chose. Je travaille pour la DGSE, dans la division des droits civils. Ce que Jacques a fait, ce n'est pas juste une agression. C'est un crime. » André écarquilla les yeux, incrédule. « La DGSE ? Toi ? » Étienne hocha la tête. « Ce qu'il t'a fait est une violation des droits humains.
On peut l'arrêter, mais tu dois me faire confiance. André toucha sa lèvre enflée, hésitant, puis un léger sourire éclaira son visage. D'accord, fiston. Qu'est-ce qu'on fait? Étienne conduisit son père à l'hôpital Saint-Louis, au cœur de Paris, où ils furent accueillis par le docteur Sophie Renaud, une femme aux manières calmes mais précises. Elle examina André avec soin, notant la coupure sur sa lèvre et les ecchymostes naissantes. Monsieur Martin, cette blessure provient d'un coup porté avec une main ouverte. La force était significative, dit-elle, prenant des photos et rédigeant un rapport médical détaillé. Merci, docteur. Pouvez-vous mettre tout cela par écrit? Demanda Étienne. Sophie acquiesça, son regard empreint de compassion. Bien sûr. Je vais m'en occuper. En quittant l'hôpital, Étienne emmena André au siège de la DGSE, un bâtiment discret dans le 20e arrondissement. Là, il retrouva son collègue Luc Moreau, un analyste chevronné aux lunettes épaisses et à l'esprit vif. Luc, j'ai besoin de ton aide, commença Étienne, posant les photos de son père sur la table. Cet huissier, Jacques Dubois, a frappé mon père. Ce n'est pas un incident isolé. Luc haussa un sourcil. Un huissier qui frappe un vieil homme en plein tribunal. C'est grave. Mais tu penses qu'au fond qu'il y a plus? Étienne hocha la tête. Il est protégé. Par qui? Je ne sais pas encore. Mais je vais le découvrir. Luc examina les photos, puis tapa le nom de Jacques dans la base de données interne. Ce qu'il trouva fit froncer ses sourcils. 25 plaintes contre ce type en 15 ans. Toutes classées sans suite. C'est impossible sans une couverture. Étienne serra les poings. Exactement. Quelqu'un le protège, et je parie que ça vient d'en haut. Pour confirmer ses soupçons, Étienne contacta Claire Dubois, la sœur cadette de Jacques, employée administrative au palais de justice. Ils se retrouvèrent dans un petit café près de Notre-Dame, loin des regards indiscrets. Claire, une femme menue aux yeux fatigués, semblait nerveuse. « Étienne, je sais que mon frère n'est pas un saint, » murmura-t-elle, triturant sa tasse de café. « J'ai vu comment il traite les gens. Surtout ceux qui ne lui ressemblent pas. Mais si je parle, il le saura. » Étienne posa une main rassurante sur la table. « Claire, tu es protégée. La DGSE peut garantir ta sécurité. Si tu as des informations, elles peuvent tout changer. » Claire hésita, puis hocha la tête. « Il y a des dossiers, dans les archives. Des plaintes qui n'auraient jamais dû être classées. Je peux les trouver, mais il faudra du temps. » Étienne la remercia, sentant qu'il venait de gagner une alliée précieuse. Avant de partir, Claire ajouta. « C'est ma mère qui m'a poussé à parler. Elle a honte de ce que Jacques est devenu. » Étienne nota mentalement de rencontrer Madame Dubois, une ancienne enseignante respectée, pour mieux comprendre la dynamique familiale. De retour à la DGSE, Étienne et Luc commencèrent à creuser dans le passé de Jacques. Les plaintes, toutes déposées par des minorités ou des personnes vulnérables, suivaient un schéma clair. Enquête bâclée, dossier disparu, décision rendue par un même juge, Bernard Leclerc. Ce Leclerc, murmura Luc, il est au centre de tout ça. Un juge qui classe systématiquement les plaintes contre un huissier? Ça sent la corruption. Étienne acquiesça, ses yeux fixés sur l'écran. Et il y a un autre nom qui revient. Philippe Roux, capitaine de la police du Palais. Chaque enquête passe par lui. Luc siffla doucement. Un huissier, un capitaine, un juge. C'est un système, Étienne. Un vrai réseau. Étienne sentit une détermination froide l'envahir. Jacques Dubois s'était cru intouchable, mais il venait de s'en prendre au père de la mauvaise personne. Ce réseau, si bien huilé soit-il, allait s'effondrer. Étienne rangea ses notes, prêt à passer à l'étape suivante. Luc, on va demander une autorisation d'écoute. Il faut les prendre sur le fait. Le chapitre s'acheva sur Étienne, debout face à la scène, le palais de justice se dressant au loin comme un défi. Il savait que la route serait longue, mais pour son père, pour toutes les victimes de Jacques, il irait jusqu'au bout. Dans un bureau sécurisé de la DGSE, au cœur du 20e arrondissement de Paris,
Étienne Martin et Luc Moreau étaient penchés sur une pile de dossiers, leurs visages éclairés par la lumière bleutée d'un écran d'ordinateur. Les plaintes contre Jacques Dubois, l'huissier qui avait giflé André Martin, formaient un mur de papier accusateur. 25 plaintes en 15 ans, toutes classées sans suite en moins de 2 semaines. Aucune n'a été retenue, murmura Luc, repoussant ses lunettes sur son nez. C'est statistiquement impossible. Étienne, les yeux fixés sur un rapport, désigna un nom qui revenait sans cesse. Bernard Leclerc, juge principal du palais de justice. Et regarde ici, ajouta-t-il, pointant du doigt une liste d'enquêtes menées par Philippe Roux, capitaine de la police du palais. Chaque plainte passe par Roux, et chaque décision est validée par Leclerc. Ce n'est pas une coïncidence, Luc. C'est un système. Luc s'adossa à sa chaise, croisant les bras. Un huissier qui agresse, un capitaine qui enterre les enquêtes, et un juge qui donne son aval. On dirait une conspiration bien rodée. Étienne hocha la tête, son esprit déjà en mouvement. Il savait que déterrer ce réseau exigerait des preuves irréfutables, et il était déterminé à les obtenir, pour son père et pour toutes les victimes de Jacques. Le lendemain, Étienne se rendit dans un café discret à Montmartre, loin des regards indiscrets du palais de justice. Là, il rencontra Marie Lefebvre, une ancienne enquêtrice des affaires internes du palais, mutée brutalement après avoir tenté de dénoncer Jacques 5 ans plus tôt. Marie, une femme d'une quarantaine d'années aux traits tirés, triturait nerveusement une serviette en papier. « Étienne, je ne voulais pas m'impliquer à nouveau, murmura-t-elle, jetant des coups d'œil autour d'elle. Ils m'ont menacé. Ils ont dit que je perdrais ma pension, ma carrière, tout. Étienne, calme mais ferme, posa une main rassurante sur la table. Qui, Marie? Qui t'a menacé? Elle hésita, puis lâcha un nom dans un souffle. Philippe Roux. Et derrière lui, Bernard Leclerc. Il protège Jacques depuis des années. Étienne fronça les sourcils. Tu as des preuves? Marie plongea la main dans son sac et en sortit un petit enregistreur numérique. J'ai gardé ça pendant 5 ans. Je savais qu'un jour, ça servirait. Elle appuya sur Dépouin sur Play. La voix de Jacques, arrogante et froide, emplit l'espace. J'ai cassé 2 dents à ce type, un Algérien. Ces gens doivent comprendre qui commande ici. Étienne sentit une colère sourde monter en lui. Quand a-t-il dit ça? Demanda-t-il. Mars, il y a 5 ans, après un incident dans une salle d'audience. J'ai essayé de le signaler, mais Roux m'a convoqué et m'a ordonné de me taire. Leclerc a validé le classement de l'affaire. Étienne serra les poings. Marie, serais-tu prête à témoigner devant un tribunal fédéral? Elle baissa les yeux, puis releva la tête, déterminée. Si tu me garantis une protection, oui. Cet homme doit être arrêté. Étienne hocha la tête, un sourire discret aux lèvres. Une première fissure venait d'apparaître dans le mur de protection de Jacques. De retour au siège de la DGSE, Étienne partagea la découverte avec Luc. Cet enregistrement est une bombe, dit Luc, écoutant la voix de Jacques à nouveau. Mais il nous faut plus. Si Roux et Leclerc sont impliqués, il faut prouver leur coordination. Étienne acquiesça. On va demander une autorisation d'écoute téléphonique. Je veux les entendre se parler, organiser leur magouille. Luc tapa rapidement sur son clavier, préparant les documents nécessaires pour soumettre la demande au juge fédéral compétent. En attendant l'approbation, Étienne reçut un message de Claire Dubois, la sœur cadette de Jacques, employée administrative au palais de justice. « Retrouve-moi ce soir au jardin des Tuileries » écrivait-elle. « J'ai quelque chose pour toi. » Intrigué, Étienne se rendit au rendez-vous à la tombée de la nuit, sous les arbres soigneusement taillés du jardin parisien. Claire, nerveuse, lui tendit une enveloppe Kraft. « Ce sont des copies de rapports internes, murmura-t-elle.
Des plaintes contre Jacques, classées par Leclerc. J'ai trouvé des notes de Roux ordonnant de détruire des preuves. Étienne ouvrit l'enveloppe, parcourant les documents. Les dates, les noms, les détails correspondaient aux plaintes qu'il avait déjà découvertes. Pourquoi fais-tu ça, Claire? Jacques, c'est ton frère. Elle baissa les yeux, sa voix tremblante. Bah! Parce que ma mère m'a élevé dans le respect de la justice. Madame Dubois, notre mère, est une ancienne enseignante. Quand elle a appris ce que Jacques faisait, elle m'a dit qu'elle avait honte. Elle m'a poussé à t'aider. Étienne posa une main sur son épaule. Tu fais ce qui est juste, Claire. On va te protéger. Le lendemain, l'autorisation d'écoute téléphonique arriva. Étienne et Luc installèrent un poste d'écoute dans une salle sécurisée de la DGSE. Les premières conversations capturées furent accablantes. Dans un appel, Philippe Roux parlait à Jacques, sa voix tendue. Sam, des agents de la DGSE posent des questions sur toi au palais. À propos de ce vieil homme que tu as frappé. Jacques, confiant, ricana. Leclerc s'en occupera, comme toujours. Fais disparaître les dossiers, Philippe. Plus tard, Leclerc appela Roux. Détruis tout ce qui concerne Dubois. S'ils ont des preuves, on dira que c'était une erreur isolée. Un huissier sous pression, rien de plus. Étienne, un sourire froid aux lèvres, notait chaque mot, chaque inflexion. Ils admettaient leur conspiration, ignorant qu'ils étaient écoutés par la DGSE. Luc secoua la tête, impressionné. Ils sont tellement arrogants qu'ils ne se doutent de rien. Tu as de l'or, Étienne. Mais la situation se compliqua lorsque Jacques confronta Claire dans leur appartement familial, à Belleville. Tu parles à quelqu'un, n'est-ce pas? Cria-t-il, son visage rouge de colère. Claire, tremblante mais résolue, croisa les bras. Je ne peux plus couvrir tes horreurs, Jacques. Ce que tu fais est mal. Madame Dubois, leur mère, entra dans la pièce, les larmes aux yeux. Jacques, tu déshonores notre famille, ton père aurait eu honte de toi. Jacques, furieux, claqua la porte en partant. Claire, secouée, appela Étienne. Il se doute de quelque chose. Sois prudent. Étienne la rassura. On est proche. Claire. Continue à nous aider, et on s'assurera que tu sois en sécurité. Madame Dubois, une femme élégante malgré son âge, insista pour rencontrer Étienne. Dans leur petit salon décoré de photos de famille, elle lui confia, Jacques n'était pas comme ça avant. Mais le pouvoir, l'uniforme, ça l'a changé. Je veux qu'il paie pour ses actes, pour que justice soit rendue. Étienne hocha la tête, touché par sa droiture. Madame, je vous promets que nous irons jusqu'au bout. De retour à la DGSE, Étienne et Luc analysèrent les documents de Claire. Les rapports montraient un schéma clair, chaque plainte contre Jacques était transmise à Roux, qui rédigeait un rapport biaisé, puis Leclerc classait l'affaire sans enquête approfondie. C'est un triangle parfait, murmura Luc. Jacques commet les abus, Roux enterre les preuves, et Leclerc ferme les yeux. Étienne désigna un tableau chronologique qu'il avait dressé. Regarde, à chaque plainte, un appel espacé du bureau de Roux à celui de Leclerc dans les 48 heures. Puis l'affaire disparaît. Luc siffla doucement. C'est un système huilé. Mais ils ont fait une erreur en s'en prenant à ton père. Étienne acquiesça, ses yeux brillants de détermination. Ils se sont crus intouchables. Ils vont bientôt découvrir qu'ils avaient tort. Pour renforcer leur dossier, Étienne décida de contacter une autre victime de Jacques, mentionnée dans les dossiers de Claire. Amina Diallo, une femme d'origine sénégalaise qui avait porté plainte après une agression verbale et physique dans une salle d'audience 3 ans plus tôt. Étienne la rencontra dans une bibliothèque municipale du 18e arrondissement, un lieu qu'elle avait choisi pour sa discrétion. Amina, une femme d'une trentaine d'années, parlait avec une voix douce mais ferme.
Jacques m'a traité de sale étrangère et m'a poussé si fort que je suis tombé. J'ai porté plainte, mais Roux m'a dit que ça ne servirait à rien. Leclerc a classé l'affaire en 1 semaine. Étienne nota chaque détail. Amina, seriez-vous prête à témoigner? Elle hésita, pensant à sa fille, Lila, âgée de 8 ans. Si vous pouvez protéger ma famille, oui. Je veux que ma fille grandisse dans un monde où des hommes comme Jacques ne peuvent plus faire de mal. Étienne lui serra la main. Je vous le promets. Le soir, Étienne s'assit seul dans son appartement du Marais, les documents étalés sur la table. Les écoutes, les rapports de Claire, les témoignages de Marie et d'Amina formaient un dossier accablant. Mais il savait que le plus dur restait à venir, confronter un réseau enraciné dans l'un des lieux les plus prestigieux de la justice française. Il pensa à son père, André, à sa dignité malgré l'humiliation, et à toutes les autres victimes silencieuses de Jacques. Le palais de justice, symbole de la loi, était corrompu par ceux qui étaient censés la faire respecter. Étienne rangea ses notes, prêt à passer à l'action. Luc, dit-il en appelant son collègue. On va demander un mandat d'arrestation. Il est temps de faire tomber ce réseau. Le chapitre s'acheva sur Étienne, debout face à la fenêtre, contemplant les lumières de Paris. Jacques Dubois, Philippe Roux et Bernard Leclerc se croyaient invincibles, mais le vent tournait, et la justice, portée par un fils déterminé à venger son père, était sur le point de frapper. Le palais de justice de Paris, majestueux sous un ciel gris d'automne, semblait retenir son souffle. Dans la grande salle d'audience, les bancs de bois poli étaient remplis de journalistes, de spectateurs et de familles et de victimes, tous venus assister à un procès qui promettait de secouer les fondations de l'institution. Jacques Dubois, l'huissier qui avait giflé André Martin, entrait menotté, son arrogance habituelle remplacée par une posture voûtée, presque pitoyable. Ses yeux évitaient le premier rang, où André, vêtu d'un costume gris impeccablement repassé, était assis, le regard droit et empreint de dignité. À la table du procureur, Étienne Martin, agent de la DGSE, ajustait ses notes avec un calme méthodique, son costume sombre reflétant la gravité du moment. À ses côtés, Luc Moreau, son collègue analyste, vérifiait une dernière fois les preuves, enregistrements, rapports, témoignages, tout soigneusement compilé pour faire tomber un réseau de corruption ancré au cœur du système judiciaire. La juge fédérale, Madame Isabelle Garnier, une femme à la réputation d'inflexibilité, frappa son marteau pour ouvrir l'audience. Le peuple contre Jacques Dubois, Philippe Roux et Bernard Leclerc. Comment plaident les accusés? L'avocat de Jacques, un homme nerveux, aux lunettes épaisses, se leva. Non coupable, votre honneur. Mais sa voix manquait de conviction, et dans la salle, un murmure sceptique s'éleva. Étienne croisa le regard de son père, un échange silencieux qui disait tout. Aujourd'hui, la justice allait parler. Le procès commença par le témoignage d'André Martin, appelé à la barre avec une solennité qui imposa le silence. Sous les hauts plafonds ornés du palais, André marcha lentement, ses pas résonnant sur le parquet. Monsieur Martin, commença le procureur, un homme à la voix posée, veuillez raconter au jury ce qui s'est passé ce jour-là. André, la tête haute, répondit d'une voix claire. L'huissier Jacques Dubois m'a frappé au visage. J'étais au palais de justice pour une contravention de stationnement. Je cherchais mon avocat commis d'office, et il m'a ordonné de m'asseoir. Quand j'ai voulu expliquer que j'étais perdu, il m'a giflé. Sa voix trembla légèrement, mais il poursuivit, du sang coulait de ma lèvre. Je n'ai rien dit, j'ai juste sorti mon mouchoir pour essuyer. Le procureur s'avança. Avez-vous provoqué monsieur Dubois? André secoua la tête. Non, monsieur. J'étais juste un vieil homme cherchant de l'aide. Un silence pesant envahit la salle. Plusieurs jurés baissèrent les yeux, touchés par la dignité d'André face à l'humiliation. Étienne, observant depuis la table du procureur, sentit une fierté profonde pour son père, mais aussi une colère froide envers ceux qui avaient permis à Jacques d'agir ainsi pendant des années. Le procureur fit ensuite diffuser l'enregistrement fourni par Marie Lefebvre, l'ancienne enquêtrice des affaires internes.
La voix arrogante de Jacques emplit la salle. J'ai cassé 2 dents à ce type, un Algérien. Ces gens doivent comprendre qui commande ici. Des murmures choqués parcoururent le jury, et plusieurs spectateurs secouèrent de la tête, dégoûtés. Marie, appelée à la barre, raconta son histoire avec une précision glaçante. J'ai tenté de signaler les abus de Jacques il y a 5 ans. Le capitaine Philippe Roux m'a menacé, disant que je perdrais ma pension si je persistais. Le juge Bernard Leclerc a classé l'affaire sans enquête. Ils m'ont forcé à me taire. Son témoignage, renforcé par l'enregistrement, fit vaciller la défense de Jacques, dont l'avocat tenta de minimiser une conversation privée, hors contexte. Mais la juge Garnier le coupa d'un regard sévère. Continuez, monsieur le procureur. Puis vint le tour d'Amina Diallo, une femme d'origine sénégalaise dont la plainte contre Jacques, 3 ans plus tôt, avait été étouffée. Amina, vêtue d'une robe sobre, monta à la barre, ses mains tremblantes mais sa voix ferme. Jacques Dubois m'a traité de sale étrangère lors d'un contrôle au palais. Il m'a poussé si fort que je suis tombé, me blessant au genou. J'ai porté plainte, mais le capitaine Roux m'a dit que ça ne servirait à rien. Le juge Leclerc a classé l'affaire en 1 semaine. Elle marqua une pause, les larmes aux yeux. J'avais peur, pour moi et pour ma fille, Lila. Mais je suis ici aujourd'hui pour qu'elle grandisse dans un monde plus juste. Son témoignage, chargé d'émotion, fit naître des murmures d'empathie dans la salle. Étienne, notant la réaction du jury, savait que les preuves humaines, plus que les documents, touchaient en les cœurs. Étienne fut appelé à témoigner en tant qu'enquêteur principal. Il présenta les preuves avec une clarté implacable. Les écoutes téléphoniques où Jacques, Roux et Leclerc coordonnaient la destruction de preuves. Les rapports internes fournis par Claire Dubois, montrant comment 25 plaintes avaient été systématiquement classées, les dossiers médicaux d'André et d'autres victimes, établissant un schéma d'abus. Pourquoi avez-vous poursuivi cette enquête avec autant d'acharnement, inspecteur Martin ? Demanda le procureur. Étienne répondit, son ton ferme. Parce que 25 personnes ont porté plainte contre Jacques Dubois, et toutes ont été ignorées. Ce n'était pas juste une gifle contre mon père. C'était un système qui a permis à un homme d'abuser de son pouvoir pendant 15 ans, en ciblant les plus vulnérables. Quelqu'un devait parler pour eux. L'avocat de Jacques tenta de contre-attaquer, suggérant que l'enquête était biaisée en raison du lien familial d'Étienne avec André. Inspecteur, n'est-ce que pas personnel, parce que la victime était votre père ? Étienne, imperturbable, répondit. Mon lien avec la victime n'a aucune importance. Ce qui compte, ce sont les preuves, et elles sont accablantes. Pendant ce temps, hors de la salle d'audience, la DGSE menait des opérations simultanées. Une équipe, dirigée par Luc, arrêta Philippe Roux dans son bureau au palais de justice. Il était en train de déchirer des documents lorsqu'ils entrèrent. Vous êtes en état d'arrestation pour complot et obstruction à la justice, déclara Luc, tandis que les menottes cliquetèrent. Au même moment, une autre équipe encercla la résidence de Bernard Leclerc dans le 16e arrondissement. Ils le trouvèrent en train de brûler des dossiers dans sa cheminée. Juge Leclerc, vous êtes en état d'arrestation, annonça un agent, saisissant les papiers à moitié calcinés. Les documents, bien que partiellement détruits, contenaient des références à des plaintes contre Jacques, renforçant les accusations de conspiration. De retour au tribunal, Claire Dubois, la sœur de Jacques, fut appelée à témoigner. Sa présence surprit l'assistance, car peu savait qu'elle avait trahi son frère. J'ai fourni des rapports internes à l'inspecteur Martin, déclara-t-elle, la voix tremblante mais résolue. Ces documents montrent que le capitaine Roux ordonnait la destruction de preuves, et que le juge Leclerc validait le classement des plaintes sans enquête. J'ai agi parce que je ne pouvais plus supporter les abus de mon frère. Madame Dubois, leur mère, assise dans la salle, essuya une larme, fière de la bravoure de sa fille malgré la douleur de voir son fils jugé.
Jacques, depuis le banc des accusés, lança un regard noir à Claire, mais elle tint bon, soutenue par le regard approbateur d'Étienne. Après 3 jours de délibération, le jury revint dans la salle. La tension était palpable. La juge Garnier prit le verdict, son visage impassible. Pour l'accusation de violation des droits humains, nous déclarons l'accusé Jacques Dubois coupable. Un murmure parcourut la salle. Pour l'accusation de complot, coupable. Pour l'accusation d'agression sous couvert de la loi, coupable. 6 des 8 chefs d'accusation aboutirent à un verdict de culpabilité. Jacques s'effondra sur son siège, son avocat tentant vainement de le soutenir. Roux et Leclerc, jugés simultanément, furent également déclarés coupables. Jacques fut condamné à 25 ans de prison fédérale, Roux à 7 ans dans le cadre d'un accord, et Leclerc à 10 ans pour obstruction à la justice. À l'extérieur du palais, les journalistes assaillirent Étienne. « Inspecteur Martin, était-ce personnel à cause de votre père ?» Étienne, droit et calme, répondit. Il s'agissait de rendre justice à 25 victimes. Mon père a été celui qui a enfin été entendu. Le palais de justice fut placé sous supervision fédérale, avec de nouvelles politiques pour empêcher les abus et les dissimulations. Étienne fut promu superviseur régional, chargé de surveiller les pratiques des institutions judiciaires à travers la France. André reçut une indemnisation de 100 000 € de la ville de Paris, mais plus important encore, il devint un symbole de résilience pour ceux qui avaient souffert en silence. 35 autres victimes de Jacques se manifestèrent après le procès, trouvant enfin le courage de parler, leurs plaintes menant à de nouvelles enquêtes. 1 an plus tard, Étienne, installé dans son nouveau bureau à la DGSE, reçut une lettre manuscrite. Elle venait de Lila, la fille d'Amina Diallo, âgée de 8 ans. « Cher Monsieur Martin », écrivait-elle dans une écriture soignée, « merci d'avoir aidé ma maman. Vous avez arrêté le méchant policier qui lui a fait du mal. Je veux être comme vous quand je serai grande. Je t'aime, Lila. » Étienne sourit, montrant la lettre à André, qui rendait visite à son fils. « Papa, c'est pour ça qu'on l'a fait. » André, les yeux humides, hocha la tête. Ce n'était pas juste une gifle, fiston. C'était des années d'injustice que vous avez arrêtées. Étienne garda la lettre de Lila sur son bureau, un rappel constant que la justice n'est pas seulement une question de punition, mais de donner une voix à ceux qui ont été réduits au silence. André, quant à lui, retrouva une sérénité qu'il n'avait pas connue depuis des années. Assis ensemble dans un café du quartier latin, père et fils contemplaient la scène, partageant un moment de paix. « Tu penses que Jacques a appris quelque chose ?» demanda André. Étienne haussa les épaules. « Peut-être. Mais le plus important, c'est que les autres savent maintenant qu'ils ne peuvent plus se cacher derrière leur badge. » André sourit. « Et que les gens comme nous peuvent se défendre. » Étienne posa une main sur l'épaule de son père. « Exactement, papa. Le système ne fonctionne que si les gens bien refusent de se taire. » Le palais de justice, derrière CE, se dressait comme un symbole renouvelé, imparfait, mais capable de changer lorsque des voix courageuses s'élèvent. L'histoire d'André Martin et de son fils Étienne, confrontés à l'injustice brutale de Jacques Dubois au palais de justice de Paris, est une puissante ode à la résilience et à la quête de justice. Ce récit, ancré dans la réalité du système judiciaire français, résonne profondément avec les valeurs de dignité et d'égalité chères à la culture française. La gifle infligée à André, un homme âgé et vulnérable, symbolise les abus de pouvoir qui prospèrent dans l'ombre du silence. Pourtant, la détermination d'Étienne, agent de la DGSE, à démasquer un réseau de corruption illustre une vérité universelle. Le courage d'un individu peut ébranler un système défaillant. Cette histoire m'a profondément touché par la force d'André, qui, malgré l'humiliation, a gardé sa dignité, et par l'engagement d'Étienne, qui a transformé une injustice personnelle en une lutte pour tous.
Elle rappelle que la justice n'est pas automatique, elle exige des voix qui refusent de se taire. Les leçons à tirer sont claires. D'abord, il faut oser dénoncer l'injustice, même face à des institutions puissantes. Comme Étienne, nous devons utiliser nos compétences et notre position pour défendre les plus faibles. Ensuite, la solidarité, incarnée par Claire Dubois et Marie Lefebvre, montre que le changement est possible lorsque des individus, même au sein d'un système corrompu, choisissent le bien. Enfin, l'histoire souligne l'importance de la persévérance. La victoire d'Étienne a nécessité des mois de travail acharné, prouvant que la justice est un marathon, pas un sprint. Dans nos vies, nous pouvons appliquer ces leçons en restant vigilants face aux abus, en soutenant les victimes et en refusant l'indifférence. Que ce soit dans nos quartiers, nos lieux de travail ou nos institutions, chacun de nous peut être une voix pour le changement. Si cette histoire vous a inspiré, agissez. Cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien à la justice et à la vérité. Partagez cette vidéo pour sensibiliser vos amis et votre famille à l'importance de lutter contre les abus de pouvoir. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres récits qui donnent espoir et motivent le changement. Enfin, laissez un commentaire ci-dessous. D'où regardez-vous cette vidéo, et qu'est-ce que cette histoire vous inspire à faire dans votre propre vie? Ensemble, faisons entendre nos voix pour un monde plus juste.